Comment comprendre les comportements des professionnels expatriés et de leurs familles dans leur vie quotidienne dans un nouveau pays? Dans cette vidéo, avec le docteur Frank Scola, nous allons croiser nos regards de sociologues et de médecins et faire un lien entre sociologie des expatriés et comportement de santé. La mobilité est une expérience forte, toujours vécue différemment selon les pays d'accueil, les pays d'origine et le degré de préparation du séjour. Philippe, ta description sociologique des parcours expatriés s'avère pertinente et utile. Elle me sert beaucoup dans ma pratique médicale au quotidien, notamment pour comprendre les réactions face aux maladies, face aux accidents et dans les comportements dans le recours aux soins. Nous vous proposons de découvrir 5 stratégies identitaires, 5 manières de vivre un changement de sol de résidence. Nous définirons ainsi 5 catégories spécifiques: les conservateurs, les convertis, ceux que nous avons appelés les opportunistes, les transnationaux et les défensifs. Tout d'abord, ceux que j'ai choisi de nommer dans mes travaux les conservateurs. Ce sont des personnes qui, avec leur famille, vont faire le choix de vivre une seule mobilité géographique. Cette épreuve à l'étranger sera convertie ensuite pour occuper des positions plus importantes dans le pays d'origine. C'est vers le pays d'origine que le regard est tourné. Pendant la mobilité, on va s'attacher à conserver la langue du pays. On va s'attacher à pratiquer les mêmes cultes, les mêmes éléments par rapport à la cuisine, par rapport aux habitudes au quotidien. Ces personnes vont avoir tendance à couper le monde en deux. Le foyer, l'espace de l'intime, perçu comme absolument essentiel, et l'environnement extérieur, perçu comme menaçant. Avec ces semblables, ces personnes vont vivre des moments forts d'immersion compensatrice qui permettra de faire face à un pays, encore une fois, perçu comme menaçant. Dans cette catégorie, Philippe, les familles ont en général peu préparé leur séjour à l'étranger. Leur information médicale émane souvent des services médicaux, des autorités consulaires de leur pays d'origine. C'est qu'en fait, ils feront davantage confiance aux écoles médicales du pays d'origine qu'à celles du pays d'accueil. D'ailleurs, ils ne consultent de médecins locaux qu'en cas de symptômes gênants. Et avec des soignants du pays d'accueil, ils seront plutôt pudiques et brefs dans la description des symptômes. Ils maintiennent souvent le contact avec un médecin compatriote et compareront presque toujours les avis médicaux. En matière d'information médicale, leur network, leur réseau dont tu parlais, a une influence importante, avec des conséquences parfois regrettables. Il s'agit souvent du réseau de compatriotes expatriés sur le même sol. S'ils ont à subir une chirurgie non urgente, ils préféreront être opérés dans le pays d'origine, même si le niveau de performance dans leur pays est plus bas. En somme, leur accès aux soins est rendu difficile par leur faible niveau d'acculturation, que tu appelles leur conservatisme. En matière de prévention, ils prétendent suivre les campagnes du pays d'origine, mais dans les faits, ils seront plutôt négligents, sauf lorsqu'il s'agit de la santé des enfants, vers laquelle ils déplacent leur anxiété. Ceci conduit parfois à des cas de surmédicalisation des enfants. Leur suivi médical en tant que médecin est finalement assez difficile à coordonner pour au moins 3 raisons. D'une part, du fait d'une confiance limitée envers les soignants du pays qui les reçoit. D'autre part, à cause d'une information médicale non experte partagée au sein de leur réseau d'expatriés. Enfin, du fait de cette anxiété importante majorée en cas de maladie ou d'accident dans le pays de résidence. On peut dire que les conservateurs sont susceptibles de développer une certaine phobie du pays d'accueil face à cette situation. Deuxième stratégie identitaire que nous avons choisi d'appeler, Franck, les convertis. Ce sont des personnes qui, au cours de leur mobilité géographique, la vivent comme une épreuve et vont, comme des marins, d'une certaine manière, choisir un port d'attache, une ancre, et vont s'arrimer à ce port. En célibataire géographique, avec leur famille, ces personnes vont nous donner comme exemple une sorte de déculturation, un effort de réécriture personnelle, dans lequel on va s'attacher à vouloir rejoindre délibérément un groupe d'appartenance. Prenons quelques manifestations concrètes. La naturalisation dans le champ politique, la conversion religieuse et sa manifestation publique, et puis l'acte de dation du prénom que l'on va choisir délibérément au sein du pays que l'on rejoint. Autre manifestation d'effort de réécriture dans le champ linguistique, dans la transmission avec les enfants. En effet, il s'agit d'un comportement typique chez les convertis, le choix de ne pas enseigner la langue d'origine
à leurs enfants. Euh, en tant qu'allophones, ils ne parlent pas la langue du pays d'accueil. Ils y ont un bilinguisme passif, c'est-à-dire qu'ils comprennent cette langue mais ne sont pas capables d'y produire. Et on observe à des phénomènes intéressants d'échanges croisés entre parents et enfants. Les parents comprennent la langue locale sans être capables d'y produire aisément, et c'est l'inverse pour l'enfant. Alors, on voit des mamans parler à leur enfant dans leur langue d'origine et se faire répondre dans la langue du pays d'accueil, avec un continuum absolument parfait dans l'échange. Les deux ont un bilinguisme passif avec une dominance pour une langue différente. Les convertis illustrent ô combien la chaleur d'une histoire signifiante et la nécessité chez chacun de rejoindre un groupe d'appartenance. Hélas, on observe parfois des états de dépression avec sentiment de culpabilité chez les convertis lors des situations de deuil d'un parent résidant dans le pays d'origine et qui n'ont pas pu accompagner dans les derniers instants de vie, ou lors de la survenue d'incidents dans le pays d'origine, avec un état vraiment de culpabilité, de tristesse, difficilement avoué lors des consultations médicales. Ceux dans nos enquêtes que nous avons nommés les opportunistes sont en général de jeunes cadres qui compensent un déficit de diplôme par un très fort investissement professionnel. Le contrat psychologique à l'œuvre, on pourrait le résumer ainsi, un très grand effort en échange d'une sécurité de destin sur le long terme. Les opportunistes sont des personnes qui nous donnent l'exemple d'un monde coupé en deux. Sur certaines scènes, ils vont essayer de cultiver un personnage pour se rendre acceptable et vont essayer de renvoyer les codes. Un accent, la maîtrise d'une langue différente de la langue d'origine, le choix de conversation, tout va les porter en fait à essayer de se faire accepter en jouant sur une alternance des codes culturels. Et puis, évidemment, une autre tentative de retour au foyer, mais on n'accroche jamais une culture à un porte-manteau. Ces opportunistes vont nous donner l'exemple de personnes qui essayent de faire jouer sur différentes scènes sociales différents personnages. Ces opportunistes sont des personnes qui, au cours de leur carrière, ne vont pas hésiter à beaucoup bouger, beaucoup s'investir en des champs professionnels très différents. Et on peut dire, Franck, qu'on peut trouver chez eux une manière particulière par rapport au comportement de santé et par rapport à l'organisation de leur trajectoire de vie. Alors en effet, Philippe, les opportunistes, qui sont plutôt des personnes célibataires ou en couple sans enfants, se préoccupent le plus souvent de leur carrière plus que de leur santé. Ce sont des personnes qui, dans leur pays d'origine déjà, consultaient peu les médecins et qui ne suivent pas particulièrement les attitudes préventives. Elles ne consultent que devant la survenue de symptômes invalidants. Et on observe souvent des conduites à risque, d'ailleurs, chez les opportunistes, avec des automédications, parfois des addictions, des couchers tardifs, des surinvestissements au travail, parfois des expositions au MST. Les opportunistes face aux maladies ont souvent des états de panique, avec une certaine agressivité au travail, dans le couple. Ils reçoivent malheureusement peu de soutien affectif parce que leurs relations sont souvent assez superficielles. Et à propos de leur consultation, je dirais que de leur comportement dans le recours aux soins, ils auraient tendance à recourir aux spécialistes en fonction de l'organe dont ils souffrent et sans passer par un médecin traitant coordonnateur de leurs soins dont ils ne voient pas particulièrement l'utilité. Ils archivent très rarement leurs dossiers médicaux. J'ajouterai à propos des opportunistes que face à des souffrances psychiques, il est assez difficile de recueillir les informations cliniques. Ils les traduisent souvent en symptômes plutôt somatiques qu'ils décrivent comme de la fatigue, des insomnies, de l'énervement, mais rarement un état de tristesse, un état anxieux. Peut-on considérer que toutes les cultures nationales se valent? Certes oui. Pour autant, offrent-elles toutes les mêmes possibilités d'action? Certes non.
Les transnationaux sont des héritiers de la mobilité internationale. Ils ont le plus souvent fait leurs études très tôt, très jeunes, loin d'un pays supposé d'origine. Mais les transnationaux vivent en plusieurs pays d'origine. Ce sont des personnes qui, très tôt, très vite, sont habituées au bilinguisme et, dans leurs études, acquièrent des ressources extrêmement importantes qui vont leur permettre ensuite d'être, en quelque sorte, convertis dans le milieu professionnel et occuper des positions de pouvoir. Les transnationaux croient en un usage universel de la raison. Pour eux, on peut se mettre d'accord, après un dialogue important, sur ce qu'il convient de faire et de juger des catégories, du beau, du bien, du vrai. On pourrait en appeler, avec les transnationaux, au cosmopolitisme de raison, à l'idée que nous sommes, avec un peu de politesse et d'éducation, capables de nous entendre. Les transnationaux marchent souvent sur les traces de leurs aïeux. Ils ont eu dans leur famille des parents, des arrière-grands-parents, toute une lignée, une généalogie qui les a invités dès le plus jeune âge à se percevoir et à se projeter comme des personnes qui vont franchir des distances physiques, mentales, psychiques, qui sont de l'ordre de la mobilité géographique. Alors, quant aux transnationaux, Philippe, au plan médical, lors de la première consultation, ce type de patient se présente souvent avec un dossier médical fourni, contenant des documents émanant d'équipes médicales des différents pays qu'ils ont pu habiter. Ils ont en général, par contre, un seul médecin traitant dans le pays qu'ils habitent. Leur séjour a été bien préparé. Ils ont une recherche d'informations sur les questions médicales à partir de sources officielles. Ils aident même souvent à la correspondance entre les équipes médicales du pays d'accueil et du pays d'origine. S'ils ont à subir une chirurgie dans le pays d'accueil, vu que leur mobilité est extrêmement facile du fait de leur histoire migratoire que tu décrivais, ils mettront en balance le niveau de performance des équipes dans un pays ou dans l'autre et la possibilité au plan pratique, matériel, d'être soutenus effectivement durant la période de convalescence dans tel pays ou autre. Concernant les attitudes préventives, s'agissant de profils plutôt prévoyants, ils ont un suivi sérieux des mesures préventives, qu'il s'agisse des dosages de PSA chez les hommes, des mammographies ou des frottis chez les dames, des vaccinations, mais sans accorder une confiance à une école d'un pays plutôt qu'à celle de l'autre. Cinquième stratégie identitaire que nous proposons dans nos enquêtes, ceux que nous avons nommés ensemble les défensifs. Pour eux, la mobilité internationale, l'expérience du voyage a éveillé un statut d'étranger. Mais plutôt que de fuir cette étiquette que les autres nous collent et que nous pouvons mettre à distance, les défensifs, au contraire, vont être dans un processus de suraffirmation d'un soi déprécié. En quelque sorte, chez beaucoup, il y a la volonté de cultiver la force d'un lien d'origine. Et on entend dans nos propos qu'ils souhaitent rester primitifs. Chez ces défensifs, il y a aussi une revendication. Pour les filiales, pour les services loin du siège, laissons la décentralisation, laissons l'autonomie et profitons des richesses locales. Profitons en fait de la capacité d'invention, de créativité des équipes qui sont loin du siège. La pire des choses pour les défensifs, c'est d'imposer du haut vers le bas quelque chose qui serait trop directif. Ce sont des personnes qui vont, répétons-le, chercher à rendre justice dans les organisations dans lesquelles ils vont aller, à rendre justice à ce qui pourrait être une nuance, un détail, quelque chose de spécifique et lié à une culture. En fin de carrière, souvent les défensifs que nous avons interviewés, défensifs que nous avons observés, vont convertir les ressources, les compétences acquises au cours d'une carrière pour prendre part à des associations, pour revendiquer un lien d'origine. Et on verra donc là que d'une certaine manière, leur trajectoire de vie s'écrive non pas de manière linéaire, mais en boucle. On refait une boucle sur ce qui semble pour ces défensifs particulièrement important d'assumer, de défendre ou de revendiquer. Le profil que tu viens de décrire influe considérablement les comportements dans le recours aux soins et
joue également sur la relation soignant-patient. Les nombreuses considérations subjectives de ces patients font qu'ils choisiront les équipes médicales de préférence en fonction d'affinités culturelles. Ce sont des personnes qui aiment la vie, qui sont animées d'idéaux et qui aspirent à vivre longtemps et en bonne santé. Les défensifs ne sont pas particulièrement admiratifs de la performance médicale du pays d'accueil. Souvent, bien qu'ils connaissent peu le système de santé de leur pays d'origine, ils auraient tendance à en parler de façon idéaliste, en le trouvant mieux organisé, plus humain que celui du sol où ils habitent. Autre particularité des défensifs, ils sont souvent curieux des médecines alternatives, voire parfois charlatanesques. Mais leur suivi, finalement, n'est pas difficilement mené. Les campagnes préventives sont assez sérieusement suivies. Et on a chez les défensifs souvent une relation médecin-patient plutôt rapprochée, plutôt conviviale, avec une description précise de ce qui est ressenti. En somme, chez les expatriés, il existe bien des corrélations entre des caractéristiques sociologiques et des données de santé. Données de santé telles que l'exposition à des risques spécifiques, risques liés au statut d'expatrié, risques de zone, difficulté d'accès aux soins en tant qu'étranger pour des raisons matérielles, culturelles, linguistiques, le décodage utile du fonctionnement du système de santé du pays d'accueil, également dans les comportements face aux problèmes de santé. C'est pourquoi la prise en charge médicale en situation migratoire et transculturelle ne peut s'improviser. Un patient migrant est un patient particulier et ces considérations sociologiques sont pertinentes, aident à l'efficacité et à la qualité du soin. De nos enquêtes communes et de notre travail en commun, il ressort la nécessité de ne jamais enfermer une personne dans une catégorie, même collective, et même travailler sur de nombreuses années. Une personne est toujours plus que la manière dont nous la désignons. Et donc nous avons le souci de faire se rencontrer des disciplines qui peuvent parfois avoir tendance à marcher côte à côte. Et nous avons le souci de toujours rappeler que tout acte de gestion est situé culturellement, que toute pratique de soins est également située culturellement, d'où la nécessité d'en appeler à la richesse du réel. Et la richesse du réel, c'est l'importance de recherches authentiquement interculturelles et interdisciplinaires qui vont nous aider à accompagner des personnes, des familles, dans leur choix de vie et leur mobilité géographique.